Le musée Delacroix est installé dans le dernier appartement et le dernier atelier de Jeanne Delacroix, 6 rue de Fürstenberg à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Donc Jeanne Delacroix, à la fin de l'année 1857, s'installe ici. Donc il va louer cet appartement et faire construire l'atelier qui est juste derrière moi en fait, et qui est un petit peu étonnant comme atelier, d'abord il est orienté au sud. Et alors il y a plusieurs explications. Est-ce que c'est la taille de la parcelle, et ce qui lui permettait aussi d'avoir une passerelle pour communiquer directement de l'appartement à l'atelier, sans sortir quand il faisait mauvais, ou est-ce que c'est ce que j'ai lu dans certains journaux d'époque, Jeanne Delacroix étant très frileux, il préférait être orienté au sud, à bien au chaud dans son atelier, où chacun dit qu'il faisait une température de serre. Voilà. Ce qui est étonnant aussi, c'est le décor en fait, avec ces moulages antiques que Jeanne Delacroix a lui-même commandé, choisi. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ce type de décor d'un artiste romantique comme Delacroix. Donc il s'installe ici parce qu'il a un très grand chantier en cours, c'est celui de l'église Saint-Sulpice de la chapelle des Saints-Anges, qui est vraiment à 5 minutes à pied d'ici. Il vient aussi d'être élu à l'Institut. Il est à la fin de sa vie, il va mourir dans la chambre qui est une des pièces du musée actuellement, en 1863, au mois d'août. Et c'est vrai qu'il commence à être fatigué, donc il a vraiment envie de se rapprocher de son lieu de travail, de son dernier grand chantier. Et puis c'est aussi un moyen de retrouver un quartier dans lequel il a vécu dans sa jeunesse. C'est pas très simple quand vous êtes dans un musée qui a un appartement avec des petites pièces, avec des croisements, avec une passerelle, et qu'on vous dit mais les gens ne doivent pas se croiser, ils doivent être à plus d'1 mètre de distance. Donc il a fallu réfléchir à un projet. Alors c'est beaucoup basé sur la question de la réservation, de la limitation des jauges. Alors pour les visiteurs, c'est je pense très agréable parce qu'on a un petit peu le musée pour soi, parce qu'on est à peu près sur 12 personnes en même temps qui visitent l'appartement puis l'atelier. Donc c'est très confortable. Et puis on a aussi décidé de rendre le musée gratuit jusqu'au mois de septembre. Alors aujourd'hui, compte tenu des circonstances, il faut réserver. Donc il faut appeler un numéro de téléphone qui est sur le site, sur les panneaux devant le musée, enfin on l'indique partout, qui est le numéro du standard et qui permet de réserver gratuitement une place pour un créneau de visite au musée Delacroix. Et après c'est très simple, vous vous présentez avec un masque et puis vous pouvez faire la visite et découvrir tout l'accrochage du musée qu'on a voulu varier. Parce que comme on est dans l'atelier de Delacroix, on présente à la fois des dessins, des lithographies, des pierres lithographiques, des esquisses, des offres achevées. L'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose le plus varié possible pour donner une image d'un talent très, très divers. Donc ici on est dans l'atelier de Jeanne Delacroix, vraiment son dernier atelier dans lequel il a travaillé jusqu'à sa mort en 1863 sur un de ses chevalets, dont celui-ci est un chevalet de Delacroix. Non seulement il travaillait ici, il créait ici, mais il avait rassemblé tout un matériau, parce que quand on regarde l'inventaire après décès, en fait, on s'aperçoit que l'atelier était rempli d'esquisses, de cartons à dessin, de carnets de notes, enfin de toutes ces choses qui lui permettaient de nourrir sa création. Mais l'œuvre que je vais vous présenter et qui est présentée dans l'atelier ne vient pas d'un dessin antérieur ou d'une œuvre antérieure qu'il aurait reprise. C'est tout simplement quand Jeanne Delacroix est allée voir son ami l'écrivain Georges Sand à Nohant dans le Berry. Il est tombé en arrêt dans le parc devant une femme qui faisait la lecture à une petite fille. Donc c'est une leçon de lecture en fait. Et il en a fait une scène religieuse.
Donc c'est un tableau qui s'appelle l'Éducation de la Vierge. Alors, je crois que son idée au départ c'était de l'offrir à l'église de Nohant. Finalement ça s'est pas fait, il l'a offerte à son ami Georges Sand. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on connaît Eugène Delacroix surtout pour des tableaux religieux comme le Christ au jardin des Oliviers, des scènes de la Passion, des scènes violentes, assez romantiques. Et là on est dans quelque chose de très paisible, de très calme, de bucolique. Avec un coloris très riche mais en même temps très apaisant. C'est à la fois du Delacroix mais du Delacroix un petit peu inattendu. Et donc c'est un tableau qui a appartenu à deux écrivains, à Georges Sand et puis son dernier propriétaire avant le musée Delacroix, c'était Maurice Genevoix. Donc deux écrivains attachés aussi à la campagne et à la terre. Donc ça aussi, ça fait partie un petit peu de l'histoire du tableau. Et la petite histoire du tableau que va raconter Georges Sand au moment où elle va prendre le tableau, c'est qu'en fait Delacroix était dans le Berry, il n'avait pas du tout tous ces instruments de peinture et tout le matériel qu'il pouvait avoir à Paris, et qu'en fait elle a pris de la toile de corset pour faire la toile du tableau. Et que pendant qu'Eugène Delacroix peignait, donc son fils Maurice Sand faisait une copie aussi. Enfin, donc il y a toute une histoire et une anecdote et qui illustre aussi les rapports entre Delacroix et son ami, qui est aussi un des plus grands écrivains du XIXe siècle. Alors, évidemment, les plus belles œuvres du musée, on essaie de les exposer, mais il y a dans les réserves un certain nombre d'objets qui ne trouvent pas forcément la place dans l'accrochage. Il y a par exemple un objet qui me fascine complètement. C'est un très grand chasse-mouche que Delacroix a ramené du Maroc, qui a un objet assez extraordinaire. Je pense que c'est plutôt un chasse-mouche pour les mouches pour les chevaux, et qui est dans la réserve à côté de céramique, de peinture. Il y a un côté un peu hétéroclite dans la réserve. Alors il y a des carnets d'Angleterre qui ont été acquis l'année dernière. On parle toujours du Maroc, mais Delacroix a fait un court séjour en Angleterre. Il va aller au British Museum et il va dessiner aussi les marbres. Donc il y a vraiment une variété, un côté très intéressant dans ces carnets de voyage qu'on a fait numériser vraiment récemment. Et ça fait partie aussi des petits trésors qui sont dans les réserves du musée Delacroix. Alors moi je voulais vous montrer la dernière acquisition du musée Delacroix, donc à la toute fin de l'année 2019 et qui vient de rentrer de restauration. Donc c'est une esquisse, c'est Hercule attachant Néré. Alors c'est une esquisse qui est d'autant plus intéressante qu'elle a été réalisée par Delacroix pour un décor qui a aujourd'hui disparu, parce que c'est le salon de l'appel de l'Hôtel de Ville de Paris. Donc Delacroix réalise ce décor dans les années 50 et en 1871, au moment de la Commune, l'Hôtel de Ville brûle entièrement. Et donc nous n'avons plus les œuvres finales, mais nous avons encore ces esquisses pour les présenter. Et au musée Delacroix, comme on est dans l'atelier de l'artiste, on aime beaucoup les esquisses. Voilà. Et on a vraiment tout un petit fond de la collection autour de ces esquisses préparatoires pour les grandes peintures et les grands chantiers monumentaux de Delacroix. Alors ça explique aussi la forme un petit peu étrange, là il est encore sans son cadre de l'œuvre, parce qu'en fait c'était une esquisse pour un tympan. Et Delacroix, pour préparer son décor, peint vraiment à la forme du décor. Donc là ça explique que ce soit dans une espèce d'arche qui est un petit peu étonnante. Et comme c'est pour un décor aussi, ça explique la mise au carreau qu'on voit très nettement ici, parce que ça l'aidait ensuite à reporter ses formes. La technique de l'esquisse de Delacroix est là, il peint très vite, mais il met en place les formes qui seront celles de la composition finale. Et vraiment, en quelques coups de pinceau, on voit cette opposition entre le vert, même les cheveux de Néré sont verts, et le rouge, le ciel qui est fait aussi très rapidement. Moi j'aime beaucoup le petit monstre marin sur le côté là qui est très inquiet et qui est vraiment fait en très rapidement, parce que l'idée c'est pas du tout d'aller loin dans le détail, c'est de mettre en place les grandes masses, l'arche, les deux personnages, quelques détails, et puis les grands équilibres de couleurs.
Et là, on est vraiment dans la première idée de l'œuvre, et c'est d'autant plus précieux donc le décor final n'existe plus, et qu'à l'époque, c'était des esquisses que Delacroix gardait dans son atelier et surtout ne montrait pas. C'est-à-dire qu'on n'exposait pas d'esquisses, on ne les vendait pas, et c'était un petit peu des choses secrètes. Alors on apprécie beaucoup, nous, aujourd'hui, cette touche rapide, avoir la première intention de l'artiste, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas quelque chose qui était aussi valorisé qu'aujourd'hui. Donc on est très heureux de pouvoir présenter dans le musée cette œuvre qui avait complètement disparu de la circulation depuis le début du XXe siècle. Alors en fait, elle était dans l'atelier d'Eugène Delacroix à sa mort, elle a été vendue. Ensuite, elle a été dans différentes collections, jusqu'à la dernière qui était celle d'un peintre impressionniste allemand, Max Levogт. Et ce sont en fait les descendants qui l'ont vendue au musée. Donc c'est une esquisse d'un peintre qui a appartenu à un autre peintre qui était aussi un grand admirateur de Delacroix. Le grand temps fort, ça va être à partir du 18 novembre, la nouvelle exposition, un duel romantique, le Giaour de Lord Byron par Delacroix. Donc là, c'est vraiment la rencontre en fait entre un grand texte littéraire d'un des plus grands poètes de l'époque romantique et d'un des plus grands artistes du 19e siècle qui est Delacroix. En fait, il a eu le coup de foudre pour le poème de Byron. Donc on va montrer évidemment les Giaours de Delacroix, on va montrer comment il a pu arriver à ces œuvres-là en étant, comme on est dans l'atelier de Delacroix, vraiment dans la fabrique de l'œuvre, en montrant des dessins pour des harnachements, des cavaliers, des chevaux, des costumes grecs, enfin vraiment un peu tout cet univers. On est dans la préparation de la peinture, tout ce qu'il y a autour des tableaux, y compris jusqu'au XXe siècle, il y a des Giaours. Donc ça, c'est aussi un phénomène, parce que c'est un poème qu'on ne lit plus du tout aujourd'hui, qui nous a beaucoup intéressés. Dans les collections du musée Delacroix, nous avons cette lithographie. Alors c'est intéressant parce qu'on connaît beaucoup Delacroix peintre, mais Delacroix n'a pas seulement fait reproduire ses œuvres en gravure, il a eu aussi un vrai rôle de créateur en gravure. Alors on a quelques eaux fortes, mais surtout des lithographies. Alors il a représenté Faust, il a représenté Hamlet, et cette gravure, c'est un petit peu un unicum quasiment, parce qu'il y a deux états. Il n'en a jamais fait de grand tirage commercial, et elle représente donc le moment en fait du poème de Byron, le Giaour, où donc le Giaour, alors le Giaour c'est pour les Turcs musulmans l'infidèle. Donc c'est une injure, il faut le savoir. Donc le Giaour, c'est un Vénitien qui a séduit une femme du harem d'Hassan, donc qui est le pacha. Et pour se venger, Hassan va faire tuer Leïla, donc la femme en question. Et donc pour se venger à nouveau, le Giaour va tendre une embuscade au pacha. Et là on voit vraiment ce moment où après un combat assez violent, il est sur son cheval avec une expression extrêmement déterminée et il contemple son ennemi mort à ses pieds. Donc là on a l'impression qu'il s'est vengé en fait. Et comme souvent en fait dans les œuvres de Delacroix de cette période, on a quelque chose qui est à la fois assez mouvementé, violent, et des détails qui sont d'un raffinement extrême. Delacroix, moi j'ai l'impression qu'il était complètement fasciné par tous ces vêtements brodés orientaux. Il va peindre, dessiner énormément de vestes turques, grecques, avec des broderies dorées, des petites babouches. Enfin, il y a toute une période où on voit là, le raffinement, le détail des harnachements, des vestes. Enfin, et on a les yeux qui se perdent là-dedans et on en oublie presque que vous avez un personnage à cheval qui est en train de piétiner quelqu'un qui est en train de mourir finalement. Et ça, c'est vraiment la force de Delacroix. Puis on voit comment il maîtrise extraordinairement la technique de la lithographie. C'est quand même un artiste extrêmement complet.
Alors même si on avait déjà commencé à travailler, notamment avec les équipes du Louvre, sur un plan de continuité d'activité, c'est vrai que la décision de fermeture, elle a été, comme pour tout le monde, assez brutale, on va dire. C'est-à-dire le vendredi 13 mars, on dit ce soir on ferme, on ne sait pas quand on va rouvrir. Alors le musée avait une belle programmation prévue, beaucoup d'activités, notamment toute la période de printemps-été, on prévoit beaucoup de choses avec le jardin. Le quartier est très vivant, il y a de l'art contemporain, des concerts, enfin, et tout ça, on a dû tout annuler, tout ça s'est arrêté en vol. On avait aussi une belle programmation avec une journée d'études qui était prévue au mois de juin autour de la question des objets d'artistes et du fétichisme. Donc là aussi, tout est repoussé. On devait inaugurer quasiment 15 jours après une exposition à Rabat autour du voyage au Maroc de Jeanne Delacroix. Celle-là aussi, elle est repoussée à l'année prochaine. Et au dernier moment, on nous a dit il n'y a plus de vol, les œuvres ne peuvent pas partir, qu'est-ce qu'on fait? On suspend. Donc toute la première partie, ça a été, après le premier moment d'un peu sidération, ça a été d'organiser le travail à distance, de recontacter tout notre réseau pour bien les prévenir que ce qu'on avait prévu, toutes ces conférences, ces concerts étaient repoussés, d'essayer de recaler une autre programmation. Et puis à partir du moment où on a une vraie date d'ouverture, on a été sur vraiment la préparation de la réouverture. Et alors bien entendu, il y a toute une partie de l'équipe du musée, l'équipe d'accueil et de surveillance qui était extrêmement mobilisée pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité des bâtiments et des collections. Ce qu'on a mis en place là, dès le 5 juillet, ce sont des promenades dans le quartier. Avec une conférencière sur les pas de Jeanne Delacroix. Donc on va notamment à l'église Saint-Sulpice, on passe par différents endroits où il a pu aller ou avoir des attaches. Et pour ceux qui ne peuvent pas suivre ces promenades, on développe des promenades sur une web app. C'est-à-dire une application mais qu'on ne doit pas charger sur ton téléphone et qui ne reste pas sur le téléphone. Donc il y a des QR codes dans le musée pour que les gens puissent la charger pour prolonger leur visite et qui donne les grandes étapes avec pour l'instant 2 promenades proposées, mais on va vraiment en développer d'autres, y compris dans l'atelier et l'appartement.